Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Logique sociale. Série Sociologie des arts. Dirigée par Bruno Pequignot. Comme phénomène social, les arts se caractérisent par des processus de production et de diffusion qui leur sont propres. Dans la diversité des démarches théoriques et empiriques, cette série publie des recherches et des études qui présentent les mondes des arts dans la multiplicité des agents sociaux, des institutions et des objets qui les définissent. Elle reprend à son compte le programme proposé par Jean-Claude Passeron, être à la fois pleinement sociologie et pleinement des arts. De nombreux titres déjà publiés dans la collection Logique sociale auraient pu trouver leur place dans cette série, parmi lesquels on peut rappeler VILLAGORDO Eric, l'artiste en action. Vers une sociologie de la pratique artistique, 2012. Randol Emmanuel, Cécile PREVOSTTHOMAS, Hyacinthe Ravet, Souladir, 25 ans de sociologie de la musique en France. Tome 1 Réflexivité, écoute, goût, 2012. Randol Emmanuel, Cécile PREVOSTTHOMAS, Hyacinthe Ravet, Souladir, 25 ans de sociologie de la musique en France. Tome 2 Pratique, œuvre, interdisciplinarité, 2012. Guigou Muriel, La danse intégrée. Danser avec un handicap, 2010. PAPIEAU Isabelle, L'art déco, une esthétique émancipatrice, 2009. Thévenin Olivier, Sociologie d'une institution cinématographique, 2009. Borges Vera, Les comédiens et les troupes de théâtre au Portugal, 2009. Randol Emmanuel, L'ambivalence du rock, entre subversion et subvention. Une enquête sur l'institutionnalisation des musiques populaires, 2009. Baraka Pierre, Roussel Geneviève, Tran VANNORY Marie-Claire, Armand, un entretien d'artiste, 2004. Le texte et ses conditions de production, 2008. Baudet Florent Souladir, Les arts moyens aujourd'hui, 2 volumes, 2008. Pequignot Bruno, Recherche sociologique sur les images, 2008. Roland Juliette, Art catholique et politique, 2007. Brun Jean-Paul Nature, Art contemporain et société, le Landart comme analyseur du social, 3e volume, Réseau sociotechnique, Monde de l'art et Landart, 2007. Girel Sylvia et Proust Serge, Souladir, Les usages de la sociologie de l'art, construction théorique, cas pratique, 2007. Préface. Les articles qui composent cet ouvrage sont issus du colloque international La mort et le corps dans les arts aujourd'hui, organisé en novembre 2007 par Fabienne Soldini et Sylvia Girel à Aix-en-Provence et qui a réuni une quarantaine de communicants français et étrangers. Organisé en collaboration avec le GDR Œuvres publiques et sociétés dirigé par Bruno Pequignot et le Laboratoire méditerranéen de sociologie, LAM, le colloque s'est déroulé en lien avec une recherche collective effectuée dans le cadre de l'appel à projets non thématiques de l'Agence nationale de la recherche, ANR, 2005. La mort charnelle et le cadavre dans la production artistique contemporaine. Représentation, utilisation et limites du corps humain. Le collectif réunissait Christine Détré, Sylvia Girel, Mary Leoncini, Pierre Merclay, Anne Simon et Fabienne Soldini. Nous avons choisi de présenter les articles suivant l'ordre établi à l'occasion du colloque, avec une première partie, La mort et le corps, une mise en perspective sociologique et esthétique au prisme de l'art et de la littérature, qui regroupe les contributions en séance plénière, et une seconde partie, La mort et le corps à l'œuvre dans les différentes formes de création, qui réunit les contributions en ateliers thématiques. Il convient de noter que les appartenances institutionnelles des contributeurs sont celles effectives en 2007, au moment du colloque, et que nombre d'entre elles sont susceptibles d'avoir changé entre-temps. Première partie. La mort et le corps. Une mise en perspective sociologique et esthétique. Au prisme de l'art et de la littérature. Représentation du cadavre, dans le roman policier macabre. Fabienne Soldini. 2 théories s'affrontent sur la mort physique. La plus connue est celle défendue par Louis-Vincent Thomas, Philippe Ariès, Vladimir Jankélévitch, Edgar Morin, Jean-Didier Urbain entre autres, soit aussi bien des sociologues que des anthropologues, philosophes et autres historiens. Les différentes sciences humaines s'accordent pour dire qu'au fil des siècles, on assiste à un escamotage de la mort et du cadavre. En effet, plusieurs siècles en arrière,
Le mourant agonisait entouré de ses proches dans sa chambre à coucher, au lieu de la solitude actuelle de l'anonymat d'une chambre d'hôpital. De même, les cimetières étaient autant des espaces dévolus à la mort qu'autorisés à la vie, où balades familiales, commerces divers et prostitution se côtoyaient. Puis progressivement la mort est devenue indécente, obscène, immontrable. Les cimetières ont quitté le centre des villes pour être relégués en banlieue ou en campagne sous des motifs hygiénistes totalement erronés, comme la théorie de l'aréisme. Les cadavres sont eux aussi éliminés matériellement. À présent, en France, la crémation représente plus de 20% des pratiques funéraires. Ainsi, morts et cadavres sont évacués de la place publique. Jean-Didier Urbain lance même comme boutade. Avant on disait aux enfants qu'ils naissaient dans les choux, mais ils assistaient à la mort de leurs proches. Aujourd'hui ils savent tout de la sexualité, mais on leur dit pudiquement que grand-père est en voyage. Cette théorie de l'escamotage de la mort et du cadavre date des années 70 et 80. Depuis, est apparue une autre théorie qui tient compte des transformations récentes de l'espace médiatique, artistique et communicationnel. Cette autre théorie, défendue à présent par l'historien Michel Vauvel et dans ses derniers écrits par Louis-Vincent Thomas, mais aussi par Patrick Baudry, Pascal Hintermeyer, et que la mort n'est pas aussi escamotée que cela puisqu'elle est présente et même envahissante dans les médias, journal télévisé, cinéma, presse. Louis-Vincent Thomas lui-même le reconnaît, qui déclare donc dans son dernier ouvrage. Tout le monde en convient. Aujourd'hui on redécouvre le mort. Hier tabou, discrète et inculte, la mort devient désormais bavardage et omniprésente. Mais par un curieux paradoxe, la surabondance du discours n'interdit pas le déni, elle le métamorphose. En fait, loin de s'opposer, ces deux théories se complètent. La mort et le cadavre sont effectivement absents de l'espace public, mais leurs représentations sont omniprésentes. Représentation physique des cadavres. Les romans macabres présentent le cadavre dans tous ses états. Ils montrent différentes morts et différentes étapes de ce que Louis-Vincent Thomas nomme la thanatomorphose. Parmi les différents cadavres exposés dans les romans policiers se trouvent le noyé boursouflé et rempli de gaz, l'asphyxié bleuâtre, cyanosé, le brûlé soit couvert de cloques suintantes soit carbonisé dont la chair racornie reste attachée aux os, lesquels avec les dents sont les plus longs à disparaître même sous l'action du feu, le mutilé de diverses façons, de la mutilation partielle, un membre ou un organe manquant à la mutilation totale, cadavre démembré, éviscéré, dépecé. Le plus ignoble représenté dans les romans reste le noyé, en raison de son aspect boursouflé et méconnaissable et de son odeur pestilentielle. Différents stades de la décomposition sont aussi présents, du cadavre mort récemment et n'ayant eu le temps de se décomposer, au cadavre en putréfaction légère ou avancée jusqu'à celui réduit à l'état d'ossement, squelette entier ou os solitaire. Ces romans n'épargnent rien au lecteur. Ils sont très minutieux dans leur description du cadavre et des stades de sa décomposition, par exemple, les insectes qui grouillent, des pupes et larves aux adultes puis à l'arrivée d'insectes prédateurs de ces premiers insectes. C'est d'ailleurs ainsi que le légiste peut dater avec certitude, mais néanmoins une fourchette plus ou moins vaste, le moment de la mort. En fait, les romans sont très pédagogiques, décrivant de façon scientifique, en employant un vocabulaire spécialisé, la mort comme processus de cadavérisation. Les romans expliquent par exemple ce que sont la rigor mortis ou rigidité cadavérique, et les livor mortis ou marques colorées que l'on trouve à divers endroits du corps, selon sa position. Les descriptions des cadavres sont également très colorées, allant du bleu violacé de la mort, notamment par asphyxie ou empoisonnement, au verdâtre du cadavre pourrissant. Le cadavre décrit interpelle plusieurs sens dans l'imaginaire du lecteur. La vue bien sûr avec le cadavre pourrissant et ses colorations, ses insectes, etc., mais aussi l'odorat. Plus le cadavre est en putréfaction, plus il pue. Les romans macabres sont unanimes à signaler l'odeur immonde du cadavre, ce qui d'une part est réaliste et d'autre part renforce l'abomination de la mort et la dégradation du corps et de l'être. Les romans macabres sont donc très crus quant aux descriptions. Les descriptions du mourir et de la thanatomorphose relatent le passage physique de l'humain de l'état de culture, personne insérée dans le social, être aimé, à celui de nature par l'animalité d'une part et le pourrissement d'autre part. L'animalité, ce sont bien sûr les mouches qui vont pondre leurs œufs, lesquels se transformeront en asticots qui attireront d'autres mouches prédatrices de ces asticots.
Les romans sont davantage muets sur la série des insectes qui interviennent après les mouches. Scolopendres, scarabées. J'ai commencé à interviewer des lecteurs sur leur état de connaissance de la mort physique donnée par la lecture de romans policiers, et c'est l'un des savoirs liés à la lecture de romans policiers qui ressortent le plus. Les asticots et les mouches permettant de dater la mort. Mais l'animalité, ce sont aussi les charognards pour les cadavres jetés ou enterrés dans la nature. Les petits prédateurs comme les chiens et renards ou les poissons pour les noyer. L'animalité se retrouve encore dans les termes employés par les auteurs pour décrire un cadavre. Par exemple, le visage d'un brûlé est comparé au faciès d'une chauve-souris, ses mains à des griffes, et il est surnommé steak grillé. Le visage me rappelait la momie de Ramsès. Les lèvres totalement consumées, laissaient les dents à l'émail noir et fendu. Le nez était brûlé et rétréci, les narines pointées vers le haut comme le museau d'une chauve-souris. Des fibres musculaires étaient apparentes autour des orbites, s'étirant sur les pommettes et les mâchoires, comme sur un croquis anatomie. Il y avait au fond de chaque cavité un globe oculaire séché et racorni. Plus de sourcils. Ni de cheveux. À part la forme, le cadavre noirci et tordu n'avait plus rien d'humain. Il ressemblait plutôt à un morceau de bœuf séché et trop cuit, et contrastait lugubrement avec le marbre blanc de la table de dissection où il reposait. Sam parcourut lentement des yeux les restes de Simon Vickers et se rappela, l'espace d'un instant, le garçon attirant et vibrant de vie qu'elle avait vu sur la photo. Cependant, une différence majeure apparaît entre le corps, quel que soit son état, et le squelette, entier ou sous forme d'ossements épars. Le premier suscite le dégoût, est lié à la pourriture, en cours ou future, le second génère la compassion. La blancheur et la sécheresse de l'os s'opposent aux couleurs et aux humeurs du cadavre. Les ossements sont ce qu'il y a de moins écœurant, car ils ont fait le chemin inverse. Ils sont passés à l'état de nature à celui de culture notamment par l'action purificatrice du feu, le bouilli qui s'oppose chez les Vistros au pourri. D'ailleurs, pour débarrasser les os des résidus de chair en putréfaction, l'anatomopathologiste ou l'anthropologue judiciaire fait bouillir les ossements qui redeviennent intacts, blancs, purifiés. Il me fallait un crâne nu, et j'ai dû débarrasser le squelette de toutes ses attaches tendineuses. Il suffit de traiter l'échantillon par bains successifs d'eau bouillante, puis d'eau de javel, et de le laisser sécher. C'est ce qui se passait au Moyen-Âge quand on transportait les morts pour être enterrés dans leur terre natale. On les démembrait et les faisait bouillir pour ne plus qu'enterrer les os. Les ossements signifient également la fin du processus de putréfaction, où l'os n'est plus considéré comme souillure. L'état de culture des os se retrouve dans les objets fabriqués à base d'ossements comme des instruments de musique, les vanités, les squelettes anatomiques. On peut voir d'ailleurs l'espèce de familiarité avec laquelle les médecins légistes des romans traitent les squelettes qui servent pour leurs cours ou leurs démonstrations d'anatomie. Ces squelettes sont dotés d'un prénom, contrairement aux cadavres, ce qui les humanise encore plus. Quant aux lecteurs interviewés, si l'évocation du cadavre putréfié provoque de la répulsion, ils ont au contraire des réactions amusées face à l'évocation du squelette qui est jugé notamment sympa ou rigolo. Outre celle du cadavre, l'analyse de ces romans permet d'analyser les représentations de la mort. Les représentations de la mort. Plus la mort est spectaculaire et le cadavre dans un sale état, plus les possibilités de discours sur la mort et de représentation du cadavre et des façons de mourir sont vastes. Le mort néantisé renforce la vision de la mort comme énéantisation de l'être, mais paradoxalement est un discours d'espoir montrant que la science peut vaincre cette énéantisation et refaire le parcours à l'envers, reconstituer le mort en déterminant les causes de sa mort. La mort mystérieuse, inexplicable est inacceptable dans l'univers du roman policier. Elle doit avoir une cause. Elle est systématiquement perçue comme la conséquence de quelque chose. L'inadmissible dans les romans n'est pas la mort en soi, mais la mort inexpliquée. Dans notre société rationnelle et scientiste, la mort n'est pas naturelle, mais est la conséquence d'un événement survenu qui a interrompu le fil d'une existence. L'ignorance est le désaveu et le stigmate de l'impuissance de la science. Si la science a perdu ses illusions quant à faire revivre les morts ou à annuler la mort, tout ce qu'elle peut et tente de faire c'est de rallonger la durée de la vie, elle l'a transformée en un processus explicable. Le scandale ontologique des romans policiers n'est pas la mort, mais le meurtre,
le fait qu'un individu se soit arrogé le droit d'en tuer un autre. La mort est représentée comme un phénomène naturel, y compris la décomposition. C'est le meurtre qui est un phénomène culturel inacceptable. Plus ce meurtre est violent, sadique, plus il est scandaleux. L'atteinte à la vie, inadmissible, n'est pas le fait de l'action de la mort, mais le résultat de l'intervention d'un autre être humain. Les morts par accident, suicide ou maladie sont considérées dans les romans comme des morts absurdes ou injustes, mais normales. Cela fait partie des événements qui peuvent interrompre le cours normal d'une existence. Maladie, accident, sont construits comme des fatalités tandis que le meurtre est construit comme un fait qui ne devrait pas se produire. Le meurtre dans notre société pacifiée n'est plus une fatalité, mais une anomalie. Il est triste et poignant de voir un enfant mort-né, ou qui décède peu après la naissance à la suite de complications, ou de voir une femme succomber à un cancer du cerveau. Triste mais naturel. Un meurtre en revanche est une toute autre affaire. C'est le non-naturel absolu. Voir un individu tué par la main d'autrui constitue toujours un affront à nos fragiles croyances dans l'ordre et l'harmonie de l'univers. De plus, les cadavres d'assassinés sont scandaleux car ils sont sans sépulture. C'est l'absence d'inhumation sociale dans un cercueil inséré dans une tombe placée dans un cimetière qui donne à voir l'immontrable, le cadavre en décomposition. La thanatomorphose est pensée normale et non choquante quand elle se fait en respectant les rituels sociaux funéraires. Ce qu'exprime L.V. Thomas. À défaut de sévices sur les cadavres ou pour les couronner, la privation des funérailles constitue l'ultime injure. Déjà rayé des vivants avant sa mort, le défunt n'aura pas sa place parmi les morts, aucun rite ne préparant sa survie dans l'au-delà et moins encore dans la mémoire des survivants. Et confirme J.P. Vernant. L'outrage au cadavre confirme le mort dans son statut d'exclusion. Déchet perdu dans les marges de l'être, il représente ce qu'on ne peut pas célébrer, l'horreur de l'indicible, de l'infamie absolue, celle qui vous exclut tout ensemble des vivants, des morts, de soi-même. Le cadavre anonyme est une des grandes peurs du XXe. Mourir sans que quiconque sache que l'on est mort. Le médecin se doit, quelle que soit l'horreur de l'autopsie, de rendre son nom au cadavre, de le désanonymiser pour qu'il reçoive des funérailles et que sa dépouille soit enfin apaisée. Tout ceci se résumait à une chose. Il s'agissait d'une indigente, dont personne n'avait déclaré la disparition parce qu'elle n'avait pas de domicile, parce que nul ne la connaissait et ne s'inquiétait de son absence. Nous restâmes donc sur l'idée que cette femme était un exemplaire typique de sans-abri, jusqu'à qu'on la dépose sur la table 6, dans la salle d'autopsie où le dentiste légiste, le docteur Graham, attendait de relever le tracé de sa denture. Je songeais à cette femme qui parcourait le monde, au fait que personne n'avait réclamé le corps. C'est pourquoi l'autopsie, outrage ultime fait au cadavre, est acceptée comme une obligation, un rituel laïque de paix et de justice, malgré sa violence. Tout comme la procédure sur le point de commencer. Incision de la peau, entaille des chairs, mesure, pesage, prélèvement des tissus, découpe des os à la scie. Cette mise à nu implacable serait une ultime indignité infligée à la malheureuse. Une agression post-mortem pire encore que tout ce qu'elle avait subi dans ses pires instants. Quelque part au fond de moi, j'aurais voulu recouvrir son corps, emporter la jeune fille loin de ces inconnus stériles vers la douceur de ceux qui l'avaient aimée. Permettre à sa famille d'ensevelir dans un lieu de paix ce qu'il restait d'elle. Mais l'être doué de raison en moi savait qu'il fallait d'abord lui restituer son nom, alors seulement les siens pourraient l'enterrer. Bonne et mauvaise mort. Dans les romans et dans les représentations sociales de la mort en général, il ressort une opposition entre la bonne mort et la mauvaise mort. Cette répartition de la mort entre bonne mort et mauvaise mort ne relève pas d'un jugement éthique, selon lequel une façon de mourir serait meilleure qu'une autre, mais exprime une distinction opérée par les historiens de la mort, tels Ariès ou Vauvel, puis par les sociologues, tels Intermeyer, les anthropologues tels Thomas. Elle définit les représentations collectives, historiques et sociales de la mort. Si la mort est un fait inéluctable, il existe des façons de mourir socialement ou religieusement plus acceptables que d'autres. Certaines morts deviennent des idéaux du bien mourir, en paix avec soi-même, ses proches et Dieu, idéaux qui varient selon les époques historiques. D'autres façons de mourir sont au contraire redoutées, non par le fait même de mourir, mais par ce qu'elles laissent présupposer de l'après-mort pour les croyants. À notre époque en Occident, c'est l'instant même de la mort qui est redouté,
la mort idéale étant celle survenant dans un état d'inconscience, le sommeil et sans souffrance. Il s'agit de nos jours de ne pas se voir mourir. En effet, la bonne mort aujourd'hui est une mort rapide, dans son sommeil de préférence, alors que dans les siècles précédents il s'agissait d'une mort consciente dont on faisait l'expérience. La mort subite était une mauvaise mort. De nos jours, comme l'explique Pascal Hintermeyer, la quête de la bonne mort s'affirme avant tout comme une aspiration à une mort sans souffrance, ce qui est rarement le cas dans les romans policiers. Ce que confirme Louis-Vincent Thomas. Mais c'est surtout la mort indolore qui est désirée, car aujourd'hui la souffrance n'a aucune valeur rédemptrice. Elle incarne le mal suprême tout comme la mort est devenue le scandale par excellence. Les romans policiers présentent une mauvaise mort, doublement mauvaise eu égard aux critères contemporains, mais aussi moyenâgeux. Car la mort est douloureuse tout en étant subite. Le meurtre des romans policiers est d'autant plus une mauvaise mort qu'il s'agit d'une mort liée à la souffrance, aux tortures infligées à la victime par un tueur sadique. Parfois, la victime agonise après des heures de supplice et la mort en vient alors à être considérée comme une délivrance. Les assassinats constituent les morts les plus mauvaises car subites et d'autant plus scandaleuses que la victime est jeune ou faible, enfant, femme. La mort des enfants incarne l'horreur suprême de la mort, mort d'être en devenir, n'ayant eu le temps d'expérimenter les bonheurs de l'existence et privant la société d'une part de son avenir. Par ailleurs, l'enfance incarne aujourd'hui dans l'imaginaire social l'innocence suprême, ce qui n'était pas le cas plusieurs siècles auparavant où pour caricaturer, l'enfant était considéré avant tout comme une bouche à nourrir et des bras à faire travailler. Actuellement, nous sommes loin de la mort repentina analysée par Ariès, où la victime d'un meurtre était suspectée d'avoir une responsabilité dans son assassinat. Nous sommes également loin du courant pourtant récent de victimologie, créé aux États-Unis dans les années 50, qui recherchait chez les victimes des attributs susceptibles d'en faire des victimes. La victime avait malgré elle une part de responsabilité dans ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, la victime est une vraie victime, totalement innocentée, qui a eu le malheur de se trouver ou de naître au mauvais endroit et au mauvais moment. Ce qui fait que nul ne peut se penser à l'abri de cette mort horrible. La mauvaise mort engendre l'ignominie du cadavre. Le cadavre assassiné est d'autant plus ignoble qu'il est en putréfaction ou mort de façon atroce, après torture et mutilation dont le corps porte les marques. La mauvaise mort détruit l'intégrité corporelle. Le cadavre assassiné horrifie. Par exemple, cette discussion entre la médecin légiste et le directeur de l'hôpital où elle travaille, directeur qui pourtant devrait être habitué au cadavre. Il parcourut rapidement des yeux les jambes et le tronc du mort, et ne remarqua rien. Puis il vit la tête et détourna le regard de dégoût. Il n'y avait plus de visage, plus de traits discernables. Le devant de la tête était une charpie sanguinolente, sans yeux ni nez, les dents arrachées, les os en miettes. Murdoch ravala un haut le cœur. Qu'a-t-il eu comme accident ? Ce n'est pas un accident. Murdoch fit la grimace. Sait-on qui c'était ? Pas encore. Ces empreintes nous aideront peut-être. Johanna secoua la tête et souleva l'une des mains du cadavre. Les extrémités des doigts avaient toutes été coupées. Bon Dieu. Murdoch sentit la bile lui remonter dans le gosier. C'est le genre de réaction décrite le plus souvent dans les romans policiers, qu'exprime systématiquement et habituellement un non-professionnel de la mort devant un cadavre, effroi et dégoût. Les comportements face au cadavre. Les romans permettent ainsi d'analyser le comportement des individus ordinaires face à la mort et au cadavre. Ces comportements sont de 4 types: dégoût, compassion, distanciation et curiosité. La compassion, nettement moins fréquente que le dégoût, ne s'exprime pas face à un cadavre mais à ses traces, face à des ossements. Elle est aussi présente face à une victime jeune, la compassion augmentant avec la jeunesse de la victime, adolescent, enfant, bébé, cette dernière mort étant jugée insupportable. Le sexe joue aussi un rôle. Une jeune femme morte génère davantage la désolation qu'un jeune homme, renforcé par l'apparence physique. La beauté conforte l'intolérable, le scandale de la mort. Certains romans encore présentent une vision romantisée de la mort, où une jeune noyée, morte très récemment, sorte d'Ophélie, suscite pitié et tendresse pour ce qu'elle a été. La nécrophilie dans les romans n'est jamais très éloignée du beau cadavre.
La compassion s'obtient pour des cadavres physiquement et socialement corrects, pour le sens commun, décrit dans les romans. Exception faite des professionnels de la mort qui compatissent, quel que soit l'état du cadavre. En effet, dans le comportement du médecin légiste des romans, deux états conduisent au traitement du cadavre, états qui s'entremêlent souvent. La compassion et la recherche de la vérité, vérité qui aboutit dans le cadre d'un cadavre d'assassiné à la quête de la justice. Le dégoût est absent des métiers de la mort, il est maîtrisé depuis longtemps et est remplacé par la compassion. Les légistes et autres professionnels de la mort tiennent compte du fait que là où se trouve un cadavre répugnant, il y avait une personne humaine. Seuls les professionnels de la mort, comme les légistes ou les thanatopracteurs, ont ce type de réaction dans les romans. Réhumaniser le mort. Ryan n'était pas le seul à être révulsé. J'avais vu des enfants qu'on avait maltraités, affamés. J'en avais vu qui avaient été frappés, violés, étouffés, battus à mort. Mais je n'avais jamais rien vu qui puisse ressembler à ce qui avait été fait au bébé de Saint Jovi. J'appréhende toujours autant la vue des cadavres d'enfants. De toutes les victimes, ils sont les plus vulnérables, les plus confiants et les plus innocents. Chaque fois qu'il en arrive un à la morgue, c'est une véritable souffrance. Un face-à-face avec la réalité d'une humanité déchue. Et la compassion est un piètre réconfort. Ce n'est pas un hasard si les médecins légistes sont en général des femmes, même lorsque le roman est écrit par un homme. La compassion semble être davantage une qualité socialement construite et posée comme féminine. De même que le soin à la personne, soin médical, éducatif, sont devenus des professions socialement fortement féminisées. Rappelons qu'au siècle précédent, la toilette mortuaire était réservée aux femmes. Dans tous les romans, quelles que soient les réactions qu'ils suscitent, le cadavre est représenté comme souillure dont il faut éviter le contact si possible, et le cas échéant procéder à des rituels de purification. La mise à distance physique, troisième type de réaction, et la purification qui va avec, s'opèrent de façon scientifique et non plus religieuse, la science ayant supplanté la religion y compris dans le domaine du traitement des corps, vivants ou morts. La séparation physique se fait par le port de vêtements spéciaux, certains ressemblant à des scaphandres, rangés dans un espace à part, et la purification par des douches et l'usage de produits antiseptiques. Excusez-moi, lance un jeune homme emmailloté dans des vêtements de protection violet, harnaché d'un masque, d'un écran protecteur, de protège-chaussettes, d'un bonnet, de 2 paires de gants en latex. Que devons-nous faire de son dentier ? Demande-t-il en se rapprochant de Scarpetta, l'air d'un astronaute avec tout son attirail. Son regard tombe sur la morte obèse que 2 personnes, elles aussi équipées comme si elles redoutaient une épidémie de peste, fourrent dans une grande housse sur un chariot. Nouvelle séance de grattage de couenne, mais dans une salle de bain remplie de vapeur. Pour me nettoyer le corps et l'âme de cette odeur de mort. L'autopsie se pratique également dans un espace fermé, séparé du commun des mortels. Ce n'est qu'une fois le rituel de décontamination achevé que le légiste, par exemple, peut rejoindre le monde des vivants. La distanciation est physique, mais peut être aussi cognitive et s'incarner alors dans le langage. Cela va de l'expression argotique comme « jus de macabre » pour désigner les humeurs qui s'écoulent du cadavre en putréfaction avancée jusqu'à l'humour noir ou à la moquerie sur le physique du cadavre. L'ironie constitue une protection cognitive, un rempart qui permet d'opérer une mise à distance de la mort et de prétendre signifier sa prétendue insignifiance. Le langage, à son tour, participe à la déshumanisation du mort qui devient un allongé, refroidi, boursouflé, steak grillé. La 4e réaction dépeinte est très intéressante et va à l'encontre des clichés. Il s'agit de la curiosité qui est avant tout le fait des enfants. Tout comme les enfants éprouvent de la curiosité à l'égard de la sexualité, qui leur est plus ou moins cachée, ils éprouvent de la curiosité à l'égard de la mort, qui leur est totalement cachée et qui reste le plus gros tabou à enfreindre. Les enfants et les adolescents, garçons comme filles, sont ceux qui manifestent de la curiosité à l'égard du cadavre, l'envie de voir un mort pour de vrai. Dans l'idéal social, pensés comme les plus impressionnables, les plus fragiles à l'égard de la mort, dans les romans, ils sont ceux, des non-professionnels du corps, qui ont l'attitude la plus naturelle face à la mort et au cadavre. Nullement impressionnés, ils veulent au contraire satisfaire leur curiosité. Il vaudrait peut-être mieux ramener les enfants à la maison, ai-je lancé au père de Sarah.
Pas question. S'est écrié le petit garçon, le visage rouge et luisant de transpiration. C'est un macabre, hein? On veut vous voir le sortir de terre. On veut savoir qui c'est que vous croyez qui a fait le coup. Le macabre. On veut voir le macabre. A renchéri la petite Shirley Temple en pantalon rose, debout à côté de lui. J'entrai chez Dolly et achetai une boîte des fameux caramels au beurre salé. Le gamin qui tenait le comptoir ne savait plus comment dire cool, en regardant par la vitrine le corbillard garé au soleil. Vous êtes dans les pompes funèbres, Jean? Jean, répondis-je. Waouh! Cool. Des morts et tout ça? Plus ils sont morts, mieux c'est. D'accord. Le traitement des cadavres. La distanciation physique s'exprime également dans les espaces réservés aux morts. Il s'agit bien évidemment de la morgue et du cimetière, espace officiel d'entreposition des morts. Les morgues décrites sont de différents types, de la plus vétuste, souillée par les résidus de sang, à la plus moderne, mais toutes ont en commun d'être à l'écart et de nécessiter un rituel d'accès et un rituel purificateur de sortie. Alors que durant la deuxième moitié du XIXe siècle, la morgue parisienne était un lieu public où les cadavres anonymes étaient exposés à des fins d'identification, elle est progressivement devenue un espace de promenade et de distraction pour les familles, ce qui a abouti à sa fermeture à la fin du siècle par le préfet de police Lépine. La salle d'autopsie est le lieu de maltraitance du corps. La déshumanisation se poursuit par les différentes étapes qui composent cette action. L'autopsie se fait en 3 temps: examen externe du cadavre, prélèvement sanguin et humoraux, dissection avec prélèvement et découpage des organes. Aux descriptions externes succèdent les descriptions internes lors de la séance d'autopsie, qui ouvre le cadavre et pratique la sortie un par un des organes du corps mort. Les organes sont examinés, lavés, pesés. Les romans dépeignent par exemple l'état des poumons d'un noyé ou d'un asphyxié, ce qui permet de déterminer si la mort a eu lieu avant ou après la mise à l'eau de la personne. Autre exemple, ils expliquent comment et avec quel instrument le légiste découpe la calotte crânienne, de quelle façon il examine le cerveau. Mais cette profanation de cadavres se fait de façon scientifiquement réglée et a pour objectif la quête de la vérité, savoir comment est morte la victime pour arriver à découvrir son assassin. Aucun tueur ne peut échapper à l'œil exercé du légiste. Celui-ci supplante de plus en plus le policier dans la résolution de l'enquête. Il devient de plus en plus l'éminence grise qui guide le policier vers la solution de l'énigme, quand il ne la résout pas à sa place. Mais il sait s'effacer devant la loi, et l'arrestation reste généralement le fait du policier. Les traitements du cadavre sont représentés comme des rituels laïques, désenchantés, opérés par des initiés, mais initiés scientifiques et non religieux ou magiques. Le traitement du corps est laissé à des experts professionnels socialement reconnus comme tels, sanctionnés par des diplômes. Mais comme leurs homologues des sociétés premières, ils sont mis à l'écart, considérés comme des individus étranges, voire malsains ou dangereux, dont il faut se méfier. L'enquêteur médico-légal était un gros type sinistre, avec des joues et des lèvres tellement roses, tellement brillantes, qu'il donnait l'impression d'avoir utilisé la trousse de maquillage d'un croque-mort. Personnellement, je ressens le meurtre comme un viol, et je perçois les fonctionnaires chargés de l'enquête comme les voyeurs de l'ultime profanation d'un être. J'ai beau faire partie du lot, je ne peux m'habituer à la froideur générale. Je ne nie pas qu'un certain détachement soit de mise si l'on tient à conserver un tant soit peu son équilibre mental, mais je trouve que l'on pourrait manifester un peu plus d'humanité aux victimes. Traiter du corps mort est enfreindre un tabou magique. Même si notre société est désenchantée, ne croit plus à la magie comme système opératoire ou fonctionnel, des résidus antérieurs de superstition, des traces de pensée magique persistent, qui se traduisent par l'éloignement des morts et la défiance envers les professionnels du cadavre. Le désenchantement rationnel du monde n'a pas éliminé complètement la magie de l'inconscient social et de son imaginaire. Les morts ne souffrent pas. La souffrance, c'est pour les vivants. Les morts reposent en paix, parce qu'ils ne sentent plus rien. Qu'en savez-vous? Ce n'est pas parce que vous êtes une espèce de boucher des défunts que vous détenez la vérité. L'enquête finie, la réhumanisation du mort peut commencer. D'une part, en cas de cadavre anonyme, il est identifié et retrouve un nom et une identité sociale,
il peut faire l'objet d'une inhumation par ses proches. D'autre part, intervient dans le processus de réhumanisation du cadavre une autre catégorie de praticiens de la mort, les thanatopracteurs, qui ont pour travail de rendre un aspect humain au cadavre quel que soit son état antérieur. Leur but est de rendre présentable le cadavre devant la famille endeuillée. À défaut d'une belle mort, au moins, il y aura un beau cadavre, c'est-à-dire un cadavre esthétisé. Les espaces des cadavres. Les espaces réservés aux morts peuvent être des espaces plus inattendus pour les cadavres d'assassinés, qui sont leurs lieux de découverte ou de dissimulation, mais qui sont révélateurs de la vision du mort de notre société. Le cadavre est facilement découvert lorsqu'il est exhibé, jeté dans la rue par exemple ou noyé qui dérive ou qui s'échoue sur une plage. Mais généralement, le cadavre des romans policiers est dissimulé. Il peut l'être dans des espaces privés tels une maison, enterré dans une cave, mais il est bien souvent trouvé dans un espace public un peu éloigné, par exemple enterré dans une forêt, et c'est le classique chien d'un promeneur solitaire qui fait la découverte grâce à son odorat. Le cadavre est souvent enterré, que ce soit en milieu urbain ou rural, non par respect de l'assassin envers le mort, mais pour que le meurtre ne soit pas découvert. Cependant, il est quand même découvert, sans quoi il n'y aurait pas de roman policier. La dissimulation du mort égale dissimulation du meurtre. Là encore les espaces sont variés. Ce peut être des souterrains, des caves, des catacombes, une ligne de métro désaffectée, des cavités naturelles comme une grotte ou un puits, ou sinon un simple trou creusé dans la terre. Le cadavre est donc dissimulé en profondeur et non en hauteur. Dans d'autres sociétés, les arts funéraires placent le cadavre en hauteur sur une sorte d'échafaudage. Cette situation du cadavre en hauteur, dissimulé dans les branches d'un arbre par exemple, reste encore dans les romans le meilleur moyen de cacher le cadavre, tout simplement parce que les enquêteurs qui parcourent le périmètre à la recherche du mort ne pensent pas à lever la tête, tellement la société occidentale a intériorisé le fait d'enfouir ses morts. Le cadavre en hauteur est d'ailleurs une situation extrêmement rare dans les romans policiers. Le cadavre est représenté comme un déchet organique, improductif, inutile, encombrant et souillé, ce qui fait dire à Jean Didier Urbain à propos de la crémation. Cette dévalorisation excrémentielle des restes humains, en passant du sens pratique à la référence religieuse, ne fait que reformuler, habillée cette fois de motifs spirituels et non plus hygiénistes, une obsession profonde. La phobie de la pourriture, à laquelle elle oppose le mythe du feu purificateur. Ce que confirme le travail de recherche en cours auprès des lecteurs de romans policiers qui, au courant du processus de putréfaction, optent en majorité pour la crémation de leurs futurs cadavres, car dans leur imaginaire, c'est plus propre. La possession d'un savoir, même élémentaire, sur la thanatomorphose engendre un rejet de son propre corps devenu cadavre. Les lieux de découverte illustrent ce que dit Louis-Vincent Thomas. Une société qui nie la mort ne peut considérer le cadavre que comme un déchet dont il est urgent de se débarrasser. C'est pourquoi l'on retrouve dans la plupart des romans policiers macabres les cadavres dans des lieux réservés aux déchets. Poubelles, sacs poubelles, terrains vagues, décharges, bennes à ordures, camions poubelles. Mais aussi des lieux plus spécifiques aux déchets organiques humains, à savoir les fosses septiques et les toilettes. Le cadavre est proprement jeté dans les toilettes comme un déchet inutile dont il faut se débarrasser. Il rejoint les excréments, éléments du corps humain honteux. Les toilettes sont le lieu classique, dans les policiers et le réel, pour se débarrasser des bébés non désirés. Quant à la fosse septique, elle est utilisée en raison des bactéries qui hâtent la décomposition naturelle de toutes sortes de déchets organiques, dont désormais le cadavre. Cela participe là encore à la déshumanisation du cadavre et à son animalisation. Au Moyen Âge jusqu'à la Révolution, les cadavres des condamnés suppliciés étaient encore châtiés après leur mort et jetés à la voirie, avec les animaux livrés à l'équarrissage et avec les immondices diverses. C'était une marque supplémentaire d'infamie. La victime d'un meurtre n'est plus infâme, mais elle n'en perd pas moins son humanité. Je conclurai sur une phrase de Louis-Vincent Thomas. Si le cadavre est rejeté comme déchet, ce n'est pas seulement parce qu'il pue ou qu'il symbolise l'infidèle qui nous a quittés, c'est qu'il n'est rien d'autre que le corps-machine hors de service. En effet, n'oublions pas que le mot défunt vient du latin défunt qui veut dire celui qui n'a plus de fonction. Fabienne Soldini.
Chargé de recherche CNRS, LAM MMSH, Aix-en-Provence. Référence bibliographique. Ariès P. L'homme devant la mort, T1 Le temps des gisants, Paris-Seuil 1977. Base B. Jefferson J. 2003, La ferme des corps, Paris Le Cherche-Midi 2004. Baudry P. La place des morts, Paris Armand Collin 1999. Berthera B. La mort en vitrine à la morgue de Paris au XIXe siècle 1804 à 1907, dans Bertrand R. Carole A. Pelaine J.N. Dire, Les narrations de la mort Aix-en-Provence Pup 2005. Bertrand R. Que faire des restes des exécutés? Dans Bertrand R. Carole A. E accent aigu D. L'exécution capitale Aix-en-Provence Pup 2003. Carole A. Les médecins et la mort 19e-20e siècle, Paris Flammarion 2004. Eliassen, La civilisation des mœurs, Paris Pocket 1975. Eliassen, La solitude des mourants, Paris Christian Bourgois 1998. Goré G 1965, Ni pleurs ni couronne précédé de pornographie de la mort, Paris Eppel 1995. Intermeyer P. La quête de la bonne mort, dans Pennec SE accent aigu D, des vivants et des morts. Des constructions de la bonne mort, Brest, ARSCRBC Université de Bretagne occidentale 2004. Jean Kelevitch V. La mort, Paris Flammarion 1977. Mandressière, Le regard de l'anatomiste. Dissection et invention du corps en Occident, Paris, Seuil 2003. Morin E. L'homme et la mort dans l'histoire, Paris, Coréa 1951. Thomas L.V. 1978, Mort et pouvoir, Paris, Haute Bibliothèque Payot 1999. Thomas L.V. La mort en question. Traces de mort, Mort des traces, Paris l'Harmattan 1991. Thomas L.V. Le cadavre. De la biologie à l'anthropologie, Bruxelles, Complexe, 1980. Thomas L.V. Les chairs de la mort, Paris Institut d'édition Sanofi Saint-Élabo, PUF, Col. Les empêcheurs de penser en rond, 2000. Urbain J.D., 1989, L'archipel des morts. Cimetière et mémoire en Occident, Paris, Petite Bibliothèque Payot 2005. Vauvel Monsieur 1983, La mort et l'Occident de 1300 à nos jours, Paris Gallimard, Col. Bibliothèque illustrée des histoires, 2000. Vauvel Monsieur Mourir autrefois, Paris Gallimard, 1974. Ziegler J. Les vivants et la mort, Paris Seuil 1975. Roman policier. Aubert B. Funérarium, Paris Seuil 2002. Coquetté, Le croque-mort à tombeau ouvert, Paris, Alvic 2005. Corbin H. Nécropsie, Paris Albin Michel 1995. Cornouel P. 1995, Une mort sans nom, Paris Hachette 1996. Cornouel P. 2004, Signe suspect édition des Deux Terres 2005. Goldberg L.S. 1996, Soins mortels, Paris Payot et Rivage 1998. May P. 1999, Meurtre à Pékin Babel Noire 2005. Macréry N. 1998, La toile d'araignée Paris Pygmalion 2000. Rechka 1999, Passage mortel, Paris Robert Laffont 2000. Rechka 2000, Mortelle décision, Paris Robert Laffont 2002. Rechka 2002, Secret d'outre-tombe, Paris Robert Laffont 2004. Rechka 2003, Os trouble, Paris Robert Laffont 2005. Sandford J 1991, Froid aux yeux, Paris de Noël 1994. White MC 1999, Rêve de loup, Le masque Hachette 2004. Le motard mutilé ou le motek immolé, mort, corps, science-fiction. Une approche socio-anthropo-thanatologique. Florent Godet. Je ne sais pas si la condition de mortel est humaine. Mourir est inhumain. Je conçois pour moi et les autres l'immortalité. Et la possibilité de faire de cet univers une œuvre d'art. En tant qu'artiste, je voudrais que mon œuvre suprême soit de me faire une âme. Pour commencer. Alejandro Jodorowsky. En réfléchissant à ma contribution, je m'étais donné à la fois comme objectif de poursuivre mon exploration de la triangulation art-science-philosophie, et de rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui fut l'un de mes vieux maîtres en Sorbonne, quoiqu'il eût récusé ce terme, et que la plupart d'entre vous connaissent bien, Louis-Vincent Thomas, thanatologue et socio-anthropologue.
Pour ce faire, je voudrais prendre comme point de départ la mort d'un philosophe et la manière dont il en parle lui-même, à la fois de la mort, mais aussi de sa propre mort. Il s'agit de Gilles Deleuze. Dans la superbe conférence qu'il donne devant les étudiants de la FEMIS le 17 mars 1987, intitulée « Qu'est-ce que l'acte de création ?», Deleuze a la formule suivante. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Lorsque Gilles Deleuze se prête à l'exercice de l'abécédaire organisé par Claire Parnet devant la caméra de Pierre-André Boutan, il précise d'emblée que parler de choses sur lesquelles je n'ai pas réfléchi d'abord, c'est inconcevable. Ce qui me sauve un peu, c'est la clause. Tout ça ne sera utilisé qu'après ma mort. Alors tu comprends ? Je me sens déjà réduit à l'état de pure archive de Pierre-André Boutan, de feuilles de papier, et presque à l'état de pur esprit. Je parle après ma mort, et on a suffisamment fait tourner les tables pour savoir qu'un pur esprit, ce n'est pas quelqu'un qui donne des réponses très intelligentes, c'est toujours un peu sommaire. Donc tout me va, on commence A, B, C, D, tout ce que tu veux, abécédaire introduction. La raison de cette gaieté ? Si la mort réelle est peu de choses finalement par rapport aux nombreuses fois où l'œuvre aura traversé l'Achéron, où le philosophe aura paru hagard, avec son air de revenir du pays des morts, c'est peut-être que de cet Hadès il ramenait la vie, une vie plus intense, des qualités plus belles, des couleurs plus brillantes, des pierres plus précieuses, des extensions plus vibrantes. Bref, une vie capable de vaincre la mort empirique. Au début de Qu'est-ce que la philosophie ? Gilles Deleuze évoque quelques grands morts en sursis, Monet, Titien, Turner, Kant, Chateaubriand, qui dans leur vieillesse avancée avaient trouvé la ressource de relancer les dés, de réinventer l'œuvre, donc aussi la vie. On peut ainsi devenir un jeune mort. Mais si mourir en vivant, destin de Rimbaud peut être une manière paradoxale de rejouer ou de reprendre l'initiative. On peut aussi vivre en mourant, et nous nous retrouvons alors du côté de ces vieux qui font de leur vieillesse et de l'ombre de leur mort non pas une décrépitude subie, mais l'occasion d'une nouvelle naissance, d'une vie autrement relancée ou d'un devenir jeune. Ainsi le vieux Kant, écrivant la critique du jugement et y transgressant toutes les limites Q'. Il a passé sa vie à établir, iconoclaste de son propre passé, fomentant aussi bien l'au-delà du kantisme, c'est-à-dire l'idéalisme allemand. Ainsi, quelque temps avant sa mort, épuisé par ses graves troubles respiratoires et pouvant de moins en moins se déplacer, Gilles Deleuze, dans sa postface à Quade de Beckett, évoquait la figure de Beckett à la fin de sa vie, Beckett l'épuisé. Voici ce qu'il en disait, l'épuisé c'est beaucoup plus que le fatigué. Le fatigué a seulement épuisé la réalisation, tandis que l'épuisé épuise tout le possible. Épuise-t-il le possible parce qu'il est lui-même épuisé ? Ou est-il épuisé parce qu'il a épuisé le possible ? C'est la plus horrible position d'attendre la mort, assis sans pouvoir se lever ni se coucher, guettant le coup qui nous fera nous dresser une dernière fois et nous coucher pour toujours, Libération 6/11/1995, et de citer dans Logique du sens Kierkegaard, du possible, sinon j'étouffe, ou James qui réclame l'oxygène de la possibilité. Précisément, je me souviens de ces séminaires à la Sorbonne où Louis-Vincent Thomas nous disait « Si nous ne pensions pas l'impossible, le possible ne serait pas réalisable ». On trouve une formule analogue chez Bakounine et quelques autres. Des séminaires où il nous parlait d'idéologie, de représentation, d'imaginaire, mais aussi d'épistémologie et de méthodologie. La socio-anthropologie de l'imaginaire et la socio-anthropologie de la mort étaient alors au centre des préoccupations de Louis-Vincent Thomas. Les idéologies et les représentations étaient au cœur d'un dispositif susceptible de construire tout type d'objets sans exclusive, et tenant compte de la variété infinie des objets sociaux et de la disparité irrémédiable des interprétations. Chez L.V. Thomas, les questions ont toujours priorité sur les disciplines. Par exemple, dans le sens où la mort construite comme analyseur socio-anthropologique des pratiques et des représentations du vivant, permet d'éclairer le questionnement des organisations vivantes sur elles-mêmes et d'éclairer ainsi leurs variations. Ainsi, le cas du cadavre permet de montrer que le rien de la mort s'apparente au tout de l'humain. L'une des entrées possibles peut se faire par le biais de l'art. L.V. Thomas l'a exploré du côté de la mort africaine et de l'art africain, mais aussi du côté de la littérature et du cinéma, en particulier à travers le genre de la science-fiction, SF.
La SF est alors construite comme une forme mytho-idéologique de la modernité, entre allusion et illusion, Althusser, difficilement saisissable sans l'éprouver à la société dont elle accentue les divagations et cristallise le refoulé sociétal. Les approches qu'il en fait dans Civilisation et divagation, Anthropologie des obsessions ou encore Fantasmes au quotidien montrent bien comment la SF éclaire la permanence d'un imaginaire collectif universel, analysant le rapport au temps et sa maîtrise par le rite et le rêve, des mécanismes d'hominisation et d'humanisation dans les relations entretenues avec l'animal et le robot, et des fantasmes d'éviction par les machines, les objets et les femmes. Chez Thomas, la thanatologie n'est pas une science de la mort, mais le regroupement de tous les savoirs philosophiques, théologiques et surtout scientifiques qui en parlent. Elle s'intéresse alors à un triple objet: la mort, le mourir et l'après-mort, et elle doit être construite comme une posture socio-anthropologique. La mort devient ainsi un objet socio-anthropologique et selon Thomas, nos fantasmes de mort sont tissés des apports de la quotidienneté du vécu, tant il est vrai que si la mort est dans la vie, c'est la vie qui donne à la mort ses parures. En se référant au contexte affectif et à la psychanalyse, il distingue alors 3 types d'images inconscientes du mourir: mort maternelle, mort agression et mort sanction, qu'il associe respectivement aux 3 instances de l'inconscient dans la seconde topique freudienne, le ça, le moi et le surmoi. La mort maternelle, ça, est surreprésentée dans l'art, la littérature, les mythes. Pietà de l'iconographie chrétienne, Baudelaire, où la majestueuse reine des douleurs tient sur ses genoux le corps de son enfant mort. Bergman transpose l'image de Maté Dolorosa dans le dénouement de cris et chuchotements. Anna, la servante compatissante, berce doucement Agnès, la moribonde, qu'elle tient blottie contre son sein généreux et nu. Etc. Thomas souligne aussi que dans la préhistoire, les cadavres étaient inhumés en position fœtale dans le creux des cavernes, confirmant la connotation maternelle attachée à la mort. Selon lui, en termes analytiques, la mort maternelle procède du ça instinctuel, retour à la mère dans le repos, la sécurité, mais aussi séparation d'avec la mère dans la solitude et l'anxiété. La mort sanction, surmoi, il ne saurait y avoir de sentiment de culpabilité sans instance normative et interdictrice. La sœur aînée de cris et chuchotements s'inflige une automutilation, au niveau fantasmatique, pour purger la répulsion qu'elle éprouve à l'égard d'Agnès mourante. Et dans la mentalité populaire, il n'est pas rare que telle mort accidentelle soit interprétée comme une punition infligée aux morts ou aux survivants. La mort-agression, moi, est un fantasme plus violent: sang, meurtre, accident, cadavre mutilé, torture, scène cannibalique, le tout sur un fondement d'angoisse et d'aversion profonde, désirs agressifs, peur d'un danger réel ou imaginaire. Le thème onirique du double est typique du fantasme de la mort-agression. Le dédoublement du moi sous la forme de l'ombre, du reflet dans un miroir, est l'expression d'un narcissisme primitif qui veut infliger un démenti à la mort. Bergman dans Cris et chuchotements semble prêter cette représentation de la mort à la sœur cadette, qui voue une haine inconsciente à son mari jusqu'à l'imaginer mort par suicide au revolver. Mais quoi qu'il en soit, convenons avec Castoriadis que la mort est le premier universel, qui pose l'identité de la condition humaine à travers toutes les apparences, toutes les différences, et permet l'accession à cette universalité. Le motard mutilé, ou le motek immolé. Prenons le cas d'une nouvelle de Julio Cortázar où il est question de corps, de mort et de cadavres, construite sur le plan narratif de manière tout à fait particulière puisqu'il s'agit de 2 récits alternés organisés comme 2 séries indépendantes d'événements. Elle s'intitule La Noche Boca Arriba, traduit par La Nuit face au ciel. Je l'ai rebaptisé pour la circonstance, le motard mutilé ou le motek immolé. Les 2 récits imbriqués bénéficient chacun d'un dispositif spécifique, quant à l'organisation causale et temporelle des événements qui les constituent. Les 2 récits se déroulent dans des espaces-temps radicalement éloignés l'un de l'autre. 2 lieux géographiques complètement différents et 2 époques historiques extrêmement éloignées, ce qui exclut d'emblée toute interférence des 2 histoires et pose comme préalable l'idée de totale incompatibilité existentielle entre elles. Cependant, comme nous le verrons plus loin, le dénouement du récit révolutionne complètement la relation d'exclusion postulée d'entrée et maintenue tout au long de la narration,
forçant ainsi le lecteur à admettre finalement l'identité des deux séries d'événements, c'est-à-dire leur continuité narrative. L'action débute par l'accident de moto d'un homme qui, une fois transporté à l'hôpital, va subir une série d'opérations et rester dans un état d'inconscience comateuse suite à l'anesthésie. La description des soins hospitaliers est alternée textuellement avec la description des aventures d'un guerrier motèque engagé dans une course-poursuite contre la mort avec des guerriers aztèques, lors d'une chasse à l'homme constituant le fondement d'un rituel religieux appelé la guerre fleurie, Xochiaoyotl, sorte de guerre-jeu constituant un rite pré-sacrificiel, confère Mel Gibson dans Apocalypto. L'on se souvient ici de Herbastide insistant sur le fait que la religion ne consiste pas seulement en effet à reconnaître l'existence d'une réalité transcendante, d'un monde sacré, mais aussi dans un effort pour y pénétrer, pour participer de sa vie exaltante. Les rites permettent cette approche, car les forces sacrées sont terribles, et nul ne peut les atteindre sans une préparation spéciale. Or le rite est déjà de l'art. Dans la nouvelle, une phrase introduit la première alternance des deux récits et incite le lecteur à penser qu'il s'agit là d'un délire onirique de la part de l'accidenté dont l'équilibre mental a été quelque peu perturbé par le choc et l'intervention chirurgicale. C'était un rêve curieux, car il était rempli d'odeurs et lui ne rêvait jamais d'odeur, page 16. Médiation du corps, les 5 sens. L'alternance des deux séries d'événements se poursuit comme si les événements, les péripéties vécues par le personnage de la seconde série, guerrier motèque, constituaient le délire onirique des différentes périodes d'inconscience du personnage de la première série, motard accidenté. Alors que le dénouement des événements imposera l'idée que s'il y avait apparemment 2 acteurs dans cette nouvelle, il n'y avait en réalité qu'un seul actant, que nous pourrions désigner par le sobriquet de motothèque. L'on pourrait parler ici d'un actant cognitif manifesté dans le discours par plusieurs acteurs, motard et motèque, investis ainsi de plusieurs rôles actentiels et thématiques. Sur le plan discursif, ces rôles sont actorialisés, temporalisés et spatialisés selon 2 procédures de discursivization distinctes et alternées sur le plan narratif. Il ne s'agit pas ici de construire une analyse sémiotique approfondie et détaillée, mais simplement d'en utiliser certains concepts afin de permettre de mieux mettre en évidence certains dispositifs du texte instituant les enjeux du discours. Ainsi, un seul actant sujet est ici manifesté par 2 acteurs occurrences. Il est intéressant de noter que les 2 protagonistes acteurs de la nouvelle ne portent pas de nom. Ils ne sont pas nommés et ce de façon délibérée et explicite. Car pour lui-même, pour penser, il n'avait pas de nom. Page 13. Comme si cette occultation de l'identité était destinée à mieux souligner l'importance du cognitif dans le récit et l'importance de la dimension épistémique du sujet complétant sa dimension pathique. Il est par ailleurs intéressant de relever que l'alternance des 2 histoires au sein du récit est toujours déclenchée par une référence au corps, au sensoriel, à la sensation. La transition narrative, mais aussi actorielle et spatio-temporelle, se fait chaque fois par une référence à l'un ou l'autre des 5 sens. Première transition. L'homme en blanc s'approcha de lui à nouveau. En souriant, il tenait à la main quelque chose qui brillait. Il lui tapota la joue et fit signe à quelqu'un qui était derrière lui. C'était un rêve curieux, car il était rempli d'odeurs et lui ne rêvait jamais d'odeur, page 16. L'on a ici un débrayage visuel et tactile, puis un embrayage olfactif. Deuxième transition. Soudain il reçut en pleine figure une bouffée de cette odeur horrible qu'il redoutait plus que tout, et il fit un bond désespéré en avant. « Vous allez tomber du lit, dit le malade d'à côté. Ne vous démets pas tant mon ami, page 17. L'on a ici un débrayage olfactif, puis un embrayage auditif. Troisième transition. Mais en passant sa langue sur ses lèvres sèches et brûlantes, il sentit le goût du bouillon et il s'abandonna au sommeil en soupirant de bonheur. Il comprenait qu'il courait dans une obscurité profonde, bien qu'au-dessus du ciel traversé de cimes d'arbres il fit un peu moins noir, page 19. L'on a ici un débrayage gustatif, puis un embrayage visuel. Quatrième transition. Les lumières l'entouraient déjà, les cris joyeux.
Il fendit l'air une ou deux fois encore, puis une corde l'attrapa par derrière. « C'est la fièvre, dit son voisin de lit. J'ai eu des cauchemars comme vous, quand on m'a opéré du duodénum. Buvez un peu d'eau et vous dormirez mieux, vous verrez. » Après la nuit d'où il revenait, la pénombre tiède de la salle lui parut délicieuse, page 20. L'on a ici un débrayage visuel, auditif et tactile, puis un embrayage auditif et visuel. 5e transition. En haut, la lumière violette de la lampe s'éteignait peu à peu. Ce fut une odeur d'humidité, de pierre qui suintait qui le saisit à la gorge et l'obligea à reprendre tout à fait conscience, page 22. L'on a ici un débrayage visuel, puis un embrayage olfactif. 6e transition. On le portait toujours, en le secouant, en le brutalisant le long de cette interminable pénombre rouge. Il se retrouva d'un bond dans la nuit de l'hôpital, sous le doux plafond élevé, dans l'ombre paisible, page 24. L'on a ici un débrayage tactile, puis un embrayage visuel. Les 7e, 8e et 9e transitions se font successivement de façon très rapprochée sur une petite portion du texte puisqu'elles ont lieu toutes les trois sur la même page, page 25. Leur fréquence se resserre donc et de surcroît chaque transition a lieu dans une seule et même phrase, ce qui a pour effet d'accentuer la désorientation du lecteur qui a encore plus de difficulté à saisir le passage d'un récit à l'autre au sein de la nouvelle. Rappelons avec Herbastide que Mallarmé et Valéry ont bien vu l'esthétique du cérémonial catholique, cette danse mystique est cadencée devant l'hostie. Mais même chez les sauvages les plus arriérés, le rite comporte ce caractère décoratif. Ainsi la religion appelle l'art qui devient comme la technique de son action, explique-t-il en précisant ailleurs que l'histoire des mœurs nous montre en effet le passage des rapports d'hostilité, anthropophagie, vengeance du sang, à des rapports de coopération. Or cette loi d'adoucissement est liée à la transformation des plaisirs collectifs. La mythologie aztèque en l'occurrence, considère que l'énergie n'est pas la source, l'énergie consomme. L'entropie s'exprime par la fonction orale, le soleil doit manger les sacrifiés pour se nourrir. L'analyse de Bétera Morsi ajoute que la guerre fleurit, en tant que rite d'alimentation de la course cosmique, et le soleil en tant que monstre dévorateur, réitère et amplifie la scène narrative archétypale du dedans corporel et du dehors périlleux. Le fantastique met le récit sans dessus-dessous. Le rêve, c'est-à-dire le récit mythique, est au fond la réalité. Et la réalité est au fond le rêve, autant dire le mythe. Le récit de J. Cortázar déroule ainsi sa trame. Poursuivi par les Aztèques, le Motec est finalement capturé pour être ensuite enfermé dans une cellule avant d'être transporté dans un lieu de culte afin d'être sacrifié rituellement sur un autel par un prêtre aztèque. S'agissant soi-disant d'un délire onirique, il se débat avec lui-même afin de s'extraire de ce cauchemar et de se réveiller sur son lit d'hôpital, mais en vain. Force lui est de réaliser que le rêve merveilleux c'était l'autre, absurde comme tous les rêves, un rêve dans lequel il avait parcouru à califourchon sur un énorme insecte de métal, les étranges avenues d'une ville étonnante, parée de feux verts et rouges qui brûlaient sans flamme ni fumée, page 26. Le lecteur aurait dû s'en douter. La psychanalyse n'affirme-t-elle pas que l'on ne peut se représenter sa propre mort, même en rêve ? Continuité et réversibilité. L'effet de continuité narrative décrit précédemment figure la réversibilité totale des deux pans du récit. La relation entre l'aspect rêvé et l'aspect éveillé est strictement bijective. Derrière la double apparence de ce parcours narratif, la sémiotique narrative grémassienne dirait que l'on n'a finalement qu'un seul parcours narratif pour deux récits mettant en œuvre des rôles actentiels identiques, mais que l'on a dans une même nouvelle, deux parcours thématiques assortis de rôles thématiques radicalement différents. Une face de cette nouvelle à la Janus est constituée des péripéties de l'accident du motocycliste, apparemment éveillé, tandis que l'autre face est construite autour des rebondissements de la capture du Motec, sorte d'envers rêvé de la première face, jusqu'au point ultime où s'inversent les rôles et où le rêveur devient rêvé et le rêvé rêveur. Mais l'effet fictionnel de la nouvelle dépasse l'opposition élémentaire entre le rêve et la veille, car le rituel de la guerre fleurie est une pratique dont la connaissance est tout à fait improbable dans l'ordre du savoir du motard, de même que la réalité de la circulation urbaine contemporaine relève de la plus pure absurdité dans l'ordre du savoir précolombien du Motec. Il s'agit donc d'autre chose.
Il faut bien postuler l'identité des protagonistes ainsi que cette idée de passage continu d'une face à l'autre de la narration sans que soit repérable la moindre rupture si ce n'est par le corps et la convocation de la perception d'un ou plusieurs sens. Ce qui se présentait a priori comme le monde de l'idée, de l'imaginaire, de l'onirisme, de l'ordre du verbe pur, s'impose finalement comme réalité charnelle victorieuse et toute puissante, le Verbe incarné. Alors que du même mouvement ce qui apparaissait comme l'ordre de la raison, du rationnel, de l'expérience palpable, ô combien saisissable, se trouve relégué du côté non seulement du rêve, mais de la dimension la plus délirante du rêve, l'absurde. Le processus de réversibilité d'une face sur l'autre est total, continu et c'est à la convocation du corps, du sensible que l'on doit de souligner les points de non-rupture, sorte de passage vraiment passage puisqu'ils n'en sont pas vraiment. Dans le processus fictionnel, où commence et où finit le niveau de réalité? Quelle est la limite entre les deux plans? Lequel détermine l'autre? On se trouve ici en présence de ce que Francis Farrugia nomme un syndrome narratif, c'est-à-dire un dispositif qui renvoie aux faits socio-anthropologiques suivants. Notre rapport à la réalité c'est-à-dire à cette qualité intrinsèque dont nous affectons les phénomènes extrinsèques, est médiatisé par des narrations sociales, au sens large, discours, récits, films, romans, contes, mythes, histoires officielles, informations diverses, etc., qui ont précédé les existences individuelles, les perceptions et représentations individuelles et leur survivront. Les interprétations qui en dérivent précèdent donc pour nous une réalité que nous n'expérimentons pas directement, et en tiennent souvent lieu. F. Farrugia cite ainsi en exemple de syndrome narratif mis en scène par la littérature, mais diffusant dans le réel. Le bovarisme, le quichotisme, etc. Pour élucider l'une des composantes psychologiques efficientes du syndrome narratif, l'on peut se référer au théorème de Thomas qui s'énonce comme suit. Si les hommes définissent leur situation comme réelle, elles sont réelles dans leurs conséquences, voir par exemple à ce sujet la chute des cours de la bourse. Ce phénomène est apparenté à ce que l'on nomme prophétie autoréalisatrice, self-fulfilling prophecy. Mais convenons avec Edgar Morin que une théorie n'est pas le reflet du réel, mais une construction d'idées qui s'applique plus ou moins adéquatement au phénomène qu'elle prétend interpréter. Et suivons Max Weber. Ce ne sont point les relations matérielles des choses qui constituent la base de la délimitation des domaines du travail scientifique, mais les relations conceptuelles des problèmes. Ce n'est que là où l'on s'occupe d'un problème nouveau avec une méthode nouvelle et où l'on découvre de cette façon des vérités qui ouvrent de nouveaux horizons importants que naît aussi une science nouvelle. Sachant en revenant à Morin, que, au noyau même des théories scientifiques, il y a quelque chose de non démontrable, quelque chose de métaphysique, d'idéologique, et ces postulats non démontrables sont nécessaires à la construction et au maintien des théories scientifiques elles-mêmes. Prenons le cas de la sociologie telle qu'elle est décrite par Patrick Baudry. On voit comment au travers du discours sociologique ou à partir de lui, la société cesse d'être cette évidence, ce cadre indéfiniment continué, cet environnement permanent dont il faudrait, au mieux de ses compétences, produire un commentaire descriptif, et dont la vérité pourrait être rebattue au rang de l'exactitude. De même, il souligne que la sociologie n'est pas une discipline responsable, qui aurait ce devoir de proposer des réponses aux problèmes sociaux, mais qu'elle est en revanche porteuse d'une responsabilité plus haute, comme le dit Jacques Derrida à propos de la philosophie, en ce que la société n'est pas le terrain de son déploiement ni l'objet qui suffirait à lui conférer une identité, mais la question presque absurde qu'elle a pour tâche de se poser. Au final, explique P. Baudry, le sociologue n'est pas un spécialiste qui parle doctement de la société, mais quelqu'un dont la formation multidisciplinaire le porte à interroger l'institution du social. Non pas seulement les institutions d'une société, mais les modalités d'élaboration du lien social et les types de formation de logique collective. Nous dirions alors avec Cornelius Castoriadis, que l'on n'épuise pas la question sociologique parce que l'on aurait beaucoup de renseignements sur beaucoup d'individus. Ni parce qu'on saurait réaliser beaucoup de corrélations. L'inachèvement de la science et la complexité du réel, souligné par Max Weber, caractérise le trajet d'une discipline où se combine l'attention aux détails de l'existence sociale et l'imagination théoricienne. La recherche transversale ne vise pas l'association des savoirs, et elle ne consiste pas en la gravitation de ces savoirs qu'il faudrait cerner.
Elle est incessante et interminable, au sens de Maurice Blanchot, tient nécessairement du pari de l'interprétation et de la construction utopique du réel, pour reprendre les expressions de Max Weber. Comme l'a montré Louis-Vincent Thomas dans un célèbre article intitulé « Sociologie et ethnologie ou réflexion sur un faux problème », la socio-anthropologie remet en question l'idée d'après laquelle le discours scientifique s'élaborerait au travers de la construction d'un objet. Dans le cas de la socio-anthropothanatologie, il ne suffit pas de dire que la mort se prête mal à la saisie scientifique et à l'investigation d'un territoire. Il faut souligner que la recherche sur la mort procède nécessairement de la transversalité des approches, des problématiques, des méthodes. Toujours à propos de la socio-anthropologie, Jean Duvigneau pensait quant à lui, et cela est fondamental, que la sociologie et l'anthropologie, après des années de divagation doctrinale, retrouvent le terrain qui rapproche l'une de l'autre de la métaphysique dont le positivisme a fait comme de la mort un monstre à fuir ou un totem à respecter. Une socio-anthropothanatologie, nous rappelle Patrick Baudry, ne peut que participer, à moins qu'on ne la confonde avec une sociographie des choix de cercueil, de cette dynamique. Elle ne vise pas à concurrencer les disciplines existantes ni à les synthétiser, mais à articuler des approches. Il s'agit de comprendre que la mort est créatrice de formes, comme dirait Simmel, et d'en analyser les modalités de mise en intrigue, comme dirait Ricoeur, des dispositifs culturels. Ceci m'amène à entendre la socio-anthropologie comme étant non pas une nouvelle discipline constituée par l'adjonction de deux autres, mais plutôt comme la construction d'une posture spécifique privilégiant la transversalité disciplinaire. On parle parfois de transdisciplinarité de l'histoire à l'économie et la linguistique, en passant par l'ethnologie et la sociologie, la démographie, la géographie ou la thanatologie, etc., est fondée sur le constat que l'humain, l'anthropos, n'existe pas sans représentation, sans discours ou désir, i.e. idéologie. Le concept typifiant d'une telle posture pourrait alors être celui construit par Mauss de fait social total, et bien reformulé par Bruno Carcenti lorsqu'il précise que le fait social total apparaît dans sa fonction essentielle de symbolisation, comme le fondement d'une modalité très particulière de la connaissance de soi qui se construit surtout par un travail réflexif de la sociologie sur elle-même, en regard de sa connexion avec l'ethnologie et avec elle apostrophe histoire, ce que soulignait C. Lévi-Strauss, en précisant que l'enquête ethnologique nous permet de reconquérir à nous-mêmes notre moi le plus étranger, et nous fait accéder au plus étranger des autrui comme à un autre nous. Or, dans le cadre d'une démarche socio-anthropologique ou historique dirait J.C. Passeron, le concept de fait social total que M. Mauss met au centre de son essai sur le don, ne consiste pas à répéter platement que tout est relié à tout ou que tout est dans tout, mais comme, propose Passeron, une invite à rechercher dans une société le ou les symbolisateurs nodalux qui se distribuent différemment dans les différentes cultures. Ces symbolisateurs nodaux sont en quelque sorte, selon lui, les points privilégiés d'un réseau symbolique où se trouvent rassemblées et nouées les significations les plus valorisées par groupe. De tels lieux du transit symbolique sont dès lors des observatoires privilégiés des valeurs d'une culture. Passeron indique comment Mauss nous propose une invitation heuristique avec ce concept, et non une formule emphatique applicable à tout fait social, ainsi que s'en gavent distraitement les utilisateurs machinaux de ce concept, s'ingéniant à propos de n'importe quel phénomène culturel, fût-il le plus menu, à en retrouver une trace à tous les niveaux de la vie sociale, sur tous les paliers en profondeur comme disait Gurvitch. Pour Passeron, tout fait social n'est pas systématiquement un fait social total, de même que toute communication culturelle n'est pas nécessairement expérience artistique, ou encore que tout message culturel n'a pas dans la société où il circule statut d'œuvre. La formule de Mauss est « Les faits sociaux totaux mettent en branle dans certains cas soulignés par Passeron la totalité de la société et de ses institutions. Pour certains groupes à certaines périodes, l'art, la mort deviennent des symbolisateurs centraux de la culture. » La notion d'anthropos suscitée nous semble constituer cet objet spécifique autour duquel s'organisent les différentes disciplines anthropologiques afin de produire cette posture interdisciplinaire particulière que nous nommons la socio-anthropologie. Exactement dans le sens où Barthes expliquait que l'interdisciplinaire, dont on parle beaucoup, ne consiste pas à confronter des disciplines déjà constituées, dont en fait aucune ne consente à s'abandonner.
Pour faire de l'interdisciplinaire, il ne suffit pas de prendre un sujet, un thème, et de convoquer autour 2 ou 3 sciences. L'interdisciplinaire consiste à créer un objet nouveau, qui n'appartienne à personne. Et j'ajoute que selon l'idée de W. Benjamin, une démarche scientifique se caractérise par le fait qu'en trouvant de nouveaux objets, elle développe de nouvelles méthodes. Exactement comme la forme en art se caractérise par le fait qu'en conduisant à de nouveaux contenus, elle développe de nouvelles formes. C'est seulement pour un regard externe que l'œuvre d'art a une forme et une seule, et que le traité a une méthode et une seule. Dans le cas du syndrome narratif, il s'agit d'une mise à contribution socio-anthropologique non seulement de la littérature, la linguistique, la sémiologie, l'histoire, la psychanalyse et la philosophie, mais bien au-delà des flux sociaux, de la mémoire collective, des récits sociétaux, communautaires et familiaux, etc. Pour conclure, je dirais, en me souvenant des leçons de mon collègue et ami Jean-Michel Bessette, qu'ils sont nombreux et divers ceux qui nous invitent à nous arracher au marais tiède de la soupe aux illusions collectives, pour s'inventer sans cesse et s'ouvrir à l'intelligence du monde dans une insurrection permanente de la pensée. En ce sens, Louis-Vincent Thomas mais aussi son ami Jean Duvigneau, sociologue anomique de l'anomie, apparaissent comme des prototypes exemplaires de socio-anthropologues mettant en œuvre l'idée qu'on fait en effet de la science et surtout des sciences humaines contre sa formation autant qu'avec sa formation. Pour terminer, on l'a déjà souligné, pour le socio-anthropologue, interroger l'homme comme être historique et culturel revient à se reposer en permanence la question de l'autre, de cette étrangeté qui nous contraint à recréer sans cesse de l'altérité dans nos propres catégories de pensée, nous obligeant alors à nous demander comment le discours socio-anthropologique pourrait permettre de parler de l'autre sans parler de soi ou faire parler l'autre. Ces questions sont développées au fil de ces actes, où l'on verra que l'œuvre devient parfois plus importante, plus déterminante pour la pensée sociologique que la sociologie elle-même. Ce que du côté des sciences inhumaines, Bohr, l'un des pères de la mécanique quantique, avait déjà bien repéré lorsqu'il affirmait que dès qu'il est question des atomes, le langage ne peut être utilisé que comme en poésie. Et que le poète, lui aussi, se préoccupe moins de décrire des faits que de créer des images. Dans le cas présent, le mode narratif fantastique, tout comme le récit de science-fiction, a en effet la particularité de se laisser appréhender comme forme mytho-idéologique de la modernité dans la mesure où il cristallise son refoulé sociétal. En son sein, un thème tel que la mort peut ainsi être construit en tant qu'analyseur des pratiques et des représentations du vivant et éclairer ainsi leurs variations. Incarnation de ce thème, le cadavre révèle alors comment le rien effrayant de la mort s'apparente au tout de l'humain, Thomas. Entre représentation, idéologie, allusion et illusion, ce cheminement amène la question socio-anthropologique de fond. Y aurait-il vraiment une vie avant la mort, en dehors de l'art ? Quand on prend en compte l'importance du rôle de la fonction fictionnelle qui s'ancre dans la production artistique, mais investit plus largement l'espace culturel et social, on se rend compte que cette fonction est au cœur de la construction des entités et groupes sociaux. Les sciences humaines font un large usage de ces récits, sous toutes leurs formes, mais sans toujours en avoir analysé les modalités et les conditions sociales d'efficacité. Approcher la place, instituante plutôt qu'instituée, des récits dans la société, nécessite donc la maîtrise de l'analyse des processus fictionnels constituant un des ressorts essentiels des processus de socialisation. En construisant le récit, fantastique ou de science-fiction par exemple, comme un fait social total, véritable processus de connaissance humaine et sociale, susceptible d'interroger le raisonnement scientifique, c'est la posture socio-anthropologique comme mode de connaissance du social qui est interpellée en considérant que la connaissance est pour le socio-anthropologue tout à la fois sujet, objet et outil, et qu'il existe entre l'activité de raconter une histoire et le caractère temporel de l'expérience humaine, une corrélation qui est pas purement accidentelle, mais présente une forme de nécessité transculturelle. Mais Griaule est là pour se charger de nous rassurer sur la bonne tenue de cet ouvrage, lorsqu'il dit que dans la dérive des constellations, l'action qui fonde l'homme est une étincelle arrachée à la mort et tout art est, au bout du compte, une lutte contre la pourriture. Florent Godet, professeur Université Pierre Mendès France, Grenoble. Bibliographie. Bastide, Roger, Art et Société 1977, Paris L'Harmattan 1997.
Marthe, Roland, jeune chercheur dans le bruissement de la langue. Essai critique 4, Paris, Seuil, 1984. Revue Communication, 1972. Baudry, Patrick, Louis-Vincent Thomas, Société 1, 1984. Benjamin W. Paris capitale du XIXe siècle, édition du Cerf, 1989. Calvino, Italo, La machine littérature, Paris, Seuil, 1984. Castoriadis, Cornelius, Ce qui fait la Grèce, Paris, Seuil, 2004. Castoriadis, Cornelius, Le monde morcelé, Paris, Seuil, 1990. Cortázar, Rulio, Fin d'un jeu, Paris Gallimard, 2005. Col. L'imaginaire. Deleuze, Gilles, avec Félix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie, Paris, Les éditions de Minuit, Col. Critique, 1991. Deleuze, Gilles, Différences et répétitions, Paris, Presse universitaire de France, 1968. Duverger, Christian, La fleur létale. Économie du sacrifice aztèque, Paris, Seuil, 1979. Gréma-Sagi, Courtès J. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. Griaule, Marcel, Masque d'Augon, Paris, Institut d'ethnologie, 1963. Carsanti, Bruno, Le fait social total, Paris, PUF, 1994. Lévi-Strauss, Claude, Introduction à l'œuvre de M. Mauss, in M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950. Mauss, Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, 1923 à 1924, année sociologique, republié dans Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950. Moricaud, Caroline, Dire, Multiples du social. Regards socio-anthropologiques, Paris, L'Harmattan, 2010. Morin, Edgar, Sociologie, Paris, Fayard, 1994. Col. Socio-anthropologie. Passeron, Jean-Claude, Le raisonnement sociologique. Un espace non popperien de l'argumentation, 1991, Paris, Albin Michel, 2006. Péquignot, Bruno, Dire, Maurice Albvax, Le temps, la mémoire et l'émotion, Paris, L'Harmattan, 2007. Schurman, Marie-Noël et ALS, Dire, Émotion et sentiment, une construction sociale, Paris, L'Harmattan, 2008, Col. Sociologie de la connaissance. Stengers, Isabelle, Gilles Deleuze, Paris, Vrin, 1998. Terramorsi, Bernard, Le discours mythique du fantastique dans les contes de Julio Cortázar, dans Lo ludico y lo fantastico en la obra de Cortázar, Centre de recherche latino-américaine, Université de Poitiers, Espiral Hispano-Americana, Editorial Fundamentos, 1986. Weber, Max, Essai sur la théorie de la science, Paris, Presse Pocket, 1992. Revue. Prêt-antenne 7 à 8, Anthropologie de l'ailleurs. Présence de Louis-Vincent Thomas, IRSA, Montpellier, octobre 1997. Quel corps, 38 à 39, une galaxie anthropologique. Hommage à Louis-Vincent Thomas, octobre 1989. Utinam, 6 à 7, hommage à Jean Duvigneau, avril-juillet 1993, L'Harmattan. La vie du cadavre dans les arts visuels contemporains. Sylvia Girel. Si provocation il y a chez Serrano, c'est qu'il exige de nous que nous regardions droit dans les yeux ce qu'on a aujourd'hui tendance de plus en plus à écarter, à ne pas vouloir savoir, à ne plus envisager. Dans la culture médiatique et glamour, on ne meurt plus. Les images du corps nous assomment avec leur jeunesse immuable et de beauté luxueuse et aseptisée. Daniel Arras, Les Transits, dans Andrés Serrano, Le sommeil de la surface, acte du colloque, Arles acte sud, 1994. Une image peut être tout à la fois irrésistible, belle et répulsive, Andrés Serrano, Entretien, dans Virginie Luc, Art à mort, Paris, Léo Schir, 2002, page 132. Introduction. La violence et la mort sont omniprésentes dans les médias. Néanmoins, le contact direct avec les morts est évité dans nos sociétés. Le cadavre a définitivement été soustrait à notre regard et remplacé par un système de rituels et de symboles devant nous permettre d'assumer la finitude de l'existence humaine. C'est ainsi que s'ouvre le document de présentation de l'exposition 6 Feet Under, autopsie de notre rapport aux morts, Berne, Suisse, du 2 novembre 2006 au 21 janvier 2007, dernière exposition d'envergure sur le thème de la mort,
Le texte reprenant ici, et pour situer les enjeux de l'exposition, les thèses développées par les sociologues et anthropologues. En effet, il est aujourd'hui acquis dans les nombreuses recherches que l'on cherche à faire disparaître les morts. On estime même que dans les grandes villes du monde occidental, 80% des décès se font dans des institutions publiques ou privées, à l'écart des regards dans des lieux spécifiquement dédiés aux cadavres. L'homme d'Occident, depuis le XXe siècle, pratique en permanence une stratégie de la coupure, et aussi une stratégie de l'occultation, vis-à-vis de la mort et de ce qui s'y rapporte. Pourtant, et comme en témoigne cette exposition, dans les lieux de l'art, musées et galeries, la mort et le cadavre ressurgissent et s'exposent publiquement aux yeux de tous, devenant ainsi les objets d'une expérience esthétique possible. Étonnant paradoxe, avec d'un côté la mort refoulée et présentée comme un tabou majeur de nos sociétés contemporaines, comme ce que l'on ne veut plus voir dans nos vies privées, et de l'autre, la mort exposée, très présente comme objet, sujet d'exposition dans les mondes de l'art. Paradoxe qui conduit à s'interroger sur les représentations sociales autour de la mort selon les contextes où nous la côtoyons, et sur les relations ambiguës que nous entretenons à son égard. Cela engage à mettre en perspective les dimensions sociologiques et esthétiques de notre rapport à la mort au travers d'œuvres qui ne sont assurément et pour la majorité pas belles, pas faites pour plaire, mais qui nous questionnent et nous interpellent, ne serait-ce que parce qu'on se déplace pour les voir, parce qu'on accepte d'aller regarder la mort et les morts dès lors qu'ils ont intégré les mondes de l'art. La mort et le cadavre dans l'art. Ce thème de la mort traverse toute l'histoire de l'art. Il n'est ni nouveau ni original. Nombreuses sont les recherches en histoire de l'art et esthétique qui s'y consacrent. On observe que si l'utilisation et la représentation du cadavre, de certains de ces éléments constitutifs, peuvent évidemment nous faire horreur, nous heurter par leur morbidité, c'est assez habituel et de tout temps dans la peinture de montrer ce qu'il y a de plus macabre dans la nature humaine. De ce point de vue, les artistes contemporains n'ont rien inventé. On pensera par exemple aux têtes suppliciées de Géricault 1818, à Léonard de Vinci qui déterrait les corps récemment enterrés pour mieux les observer. En revanche, ce qui les distingue, c'est la manière dont ils se saisissent de ce thème et ce qu'ils donnent à voir aux spectateurs au travers de leur création. Alors que leurs prédécesseurs se servaient de cadavres dans une perspective qu'on peut qualifier de scientifique et vériste, pour parfaire leur connaissance du corps et afin de produire des œuvres au plus près de la réalité, on observe que les artistes aujourd'hui cherchent, dans une perspective esthétique et esthésique, à dépasser la simple présentation et représentation de la mort et du cadavre. Il n'est plus question de proposer des œuvres qui s'apparentent à des médiations sur la mort, sur les passions que le trépas inspire aux vivants, sur les propriétés des corps moribonds et des corps trépassés. Des œuvres où méditation et représentation se superposent pour conférer à la peinture une dimension spéculative propre à entraîner le spectateur dans une réflexion sur l'art face à la finitude humaine. Non, il n'est plus question de S'. Abrité derrière la toile, la peinture, les symboles, on utilise désormais la réalité comme un matériau brut, riche, immédiat pour en livrer l'envers du décor. Les œuvres produites dans les arts visuels contemporains sont ainsi représentatives de la diversité des formes de création contemporaine. Des photographies, celles de Joel Peter Witkin, des compositions photographiques en noir et blanc réalisées à partir de morceaux de cadavres, celles de Diana Michenet. On pensera à cette photographie du cadavre éthéré d'une jeune femme, The Princess Killing Queen 2004. Des installations, celles de Gilles Barbier, artiste se met en scène sous la forme de son propre clone dans des scènes de crime, Polyfocus 3, 1999, de suicide, Paysage mental 2003, celle de Sun Yuan et Peng Yu. Dans Link of the Body, 2000, on voit le couple d'artistes chinois connectés par le biais de tuyaux en caoutchouc au corps de 2 enfants morts-nés. Des vidéos comme celle des '. Les Nellis Semper sur le suicide, dont elle met différentes formes en images, FF, Roux, 1998, ou celle de Bill Viola. The Passing est une réflexion sur la vie et la mort, en réaction aux événements presque simultanés de la mort de sa mère et de la naissance de son 2e fils, ou encore des performances telles que les propose Araya Razdiarmrunzuk, des performances filmées à la morgue où elle organise des séminaires ou des entretiens avec des défunts. Mais les œuvres se distinguent aussi quant à leur nature, avec des œuvres figuratives et réalistes. Christiana Glidden propose dans Death of a Replicant 1998 une copie de son corps embaumé, saisissant de réalisme. Andrés Serrano a photographié des cadavres à la morgue, particulièrement ceux victimes de morts violentes,
et à L'. Opposé des œuvres conceptuelles ou minimalistes, celle de Hans Danhauser, qui présente dans la série Strangler Body 1 à 8, 1995, des gros plans des traces que laisse la strangulation sans qu'on puisse les identifier, jouant sur les couleurs gris-noir, ou encore celle de Teresa Margol qui met en scène dans des installations minimalistes différents matériaux prélevés sur les cadavres dans les morgues, fluides corporels, graisse humaine, eau ayant servi à laver les morts. Ces œuvres traitent implicitement ou explicitement de la mort et du cadavre, ce dernier s'y décline sous tous ses aspects, des plus spectaculaires et macabres aux plus banals et communs. L'ensemble des œuvres pourrait ainsi illustrer un catalogue raisonné des types de morts. Les artistes nous montrent des cadavres de tous âges, vieillards, jeunes femmes, enfants, fœtus, etc., victimes de morts différentes, assassinats, maladies telles que le sida, empoisonnement, suicide, etc., aux profils sociaux variés, SDF, drogués, soldats, individus, ordinaires, héros, etc. Ils nous les montrent sous différents aspects, corps morcelés, corps démembrés, corps ouverts, corps embaumés, etc. Ils abordent tous les visages de la mort, des plus belles. Izima Kaoru met en scène des actes de violence perpétrés contre des femmes en photographiant des corps de femmes sans vie, mais qui n'ont rien perdu de leur beauté et sensualité comme dans la série Landscape with a Corpse 2000 à 2003, au plus horrifique, David Nebrada atteint le summum de l'abjection dans ses autoportraits, 2000. De fait, sous l'angle esthétique et sur la contemporanéité du travail artistique, ces œuvres sont particulièrement intéressantes en ce qu'elles nous interrogent. 1. Sur les limites de l'art. Peut-on tout montrer? Tout supporter? Quelles sont les limites à ne pas franchir? 2. Sur l'expérience esthétique, quel plaisir prend-on à voir des horreurs? Comment appréhende-t-on l'ambivalence des sentiments face à des œuvres qu'on n'aime pas regarder, mais que l'on vient voir? 3. Sur les matériaux utilisés par les artistes, matériaux qu'il n'est pas toujours évident de se fournir contrairement à ceux socialement reconnus et légitimés pour faire de l'art. En témoigne cette petite annonce de Joel Peter Witkin. Cherche tête d'épingle, nain géant, quelqu'un né sans bras, pieds, yeux, seins, organes génitaux, oreilles, nez, lèvres, hermaphrodite et tératoïde, qui ressemble à un monstre qui est atteint d'une grave aberration physique ou physiologique, vivant ou mort. En témoigne aussi cette brève de l'AFP, qui montre les risques auxquels s'exposent les artistes dès lors qu'ils choisissent ce matériau peu banal que constitue le cadavre. Un sculpteur de 42 ans a été condamné vendredi à 9 mois de prison à Londres pour avoir volé des cadavres humains, afin de rendre ses œuvres plus réalistes. L'artiste macabre a été reconnu coupable d'avoir dérobé, avec l'aide d'un complice, des membres et des têtes provenant de 35 à 40 cadavres différents dans le sous-sol du Collège royal de chirurgie de la capitale britannique. Sous l'angle sociologique, ces œuvres qui traitent de la mort et du cadavre ne sont pas moins intéressantes, au regard de l'appréhension et de l'anxiété fondamentale qui façonnent notre relation aux morts et à la mort aujourd'hui. On peut en effet s'interroger et se demander pourquoi ce thème revient en force aujourd'hui et dans l'art. Pas seulement dans les arts visuels d'ailleurs, mais dans toutes les formes de création. Comment interpréter cette omniprésence de la mort et du cadavre dans le travail de certains artistes? La visite des musées et galeries a-t-elle remplacé la visite dominicale des morgues? Les veillées funèbres au domicile du défunt que l'on ne voit plus guère aujourd'hui? L'art sert-il d'exutoire, nous évitant le contact direct avec les morts, tout en nous permettant quand même de nous y confronter, mais autrement? Autant de questions que cet article propose d'aborder, à partir du travail d'un artiste en particulier, Andrés Serrano. Parce qu'il nous montre et nous parle ouvertement, sans détour, de ce que l'on cherche à cacher, à occulter, son œuvre vient illustrer la problématique posée et les paradoxes évoqués. Il s'agit d'engager une réflexion proprement sociologique sur le travail de cet artiste, réflexion qui intègre le point de vue esthétique à défaut de s'en distinguer. En effet, l'analyse des manières de construire le sens des objets artistiques à partir de connaissances liées au social, sans référer nécessairement et uniquement à des critères propres au monde de l'art, est une piste intéressante pour comprendre la spécificité des œuvres de l'art contemporain, et en retour pour avoir des clés de lecture sur nos représentations et pratiques sociales contemporaines. L'art n'est pas un miroir de la société, mais les artistes, comme les sociologues, explorent le social. Ils l'utilisent comme une source d'inspiration, mais aussi comme un matériau et un support de création. Dès lors, les objets qu'ils produisent, et plus particulièrement quand ils s'intéressent à des thèmes majeurs des sciences humaines, comme la mort,
constituent des documents, des matériaux particulièrement intéressants pour l'analyse sociologique. Et là où les sciences de l'art, face aux œuvres macabres et morbides, s'interrogent pour savoir si l'horreur serait aussi une catégorie esthétique, si nous aurions faim et soif de l'abjection, comme nous l'avons d'autres plaisirs, la sociologie cherche à comprendre ce que ces œuvres nous apprennent et nous racontent sur notre rapport social et contemporain à la mort et aux cadavres. Andrés Serrano, The Morgue du point de vue esthétique à la compréhension sociologique de l'œuvre. Serrano, un baroque contemporain. Né en 1950 à New York, Andrés Serrano est un artiste atypique qui se fait connaître du grand public et de l'Amérique tout entière par son Peace Christ, une photographie qui représente un Christ trempé dans de l'urine, œuvre qui fera scandale. À la fin des années 80, quelques artistes, et non des moindres, Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Philippe Lorca di Corsia, Andrés Serrano, déclenchent une formidable polémique qui enflamma jusqu'à la Maison-Blanche et le Sénat américain. Leur tort ? Avoir osé aborder des thèmes aussi sulfureux que la sexualité, l'enfance ou la religion. Leurs œuvres ont en commun de questionner des thèmes tabous, dérangeants, ce que ne cessera de faire Serrano au fil des séries qu'il va produire. Andrés Serrano met en valeur les excès que doit assumer chaque société, mais qui les renie ou se dédie souvent au nom du politiquement correct. Si les œuvres sont subversives, il ne s'agit pourtant pas de provoquer pour provoquer. Je pense que mon travail est une tentative de monumentaliser et de rendre belles les choses qui ne sont pas supposées l'être, qui posent question ou sont inacceptables. De son parcours personnel dans l'art, on peut retenir ses visites au musée dès son plus jeune âge et où il admire les grands classiques de la peinture, ses études d'art à la Brooklyn Museum Art School de New York de 1967 à 1969, où il décide très vite de passer à l'appareil photo, même si la peinture restera une référence que ce soit pour y puiser son inspiration. Parmi les peintres cités de manière récurrente, on retiendra au fil des articles Titien et Delacroix, Tintoret, Velázquez et Goya, El Greco, Zurbarán, Géricault et Courbet ou encore Giotto, ou pour mettre en scène les sujets qu'il photographie. S'il est atypique, c'est donc pour des raisons liées à son parcours artistique. Mais c'est aussi pour d'autres raisons qui tiennent. À ses origines, il est né d'une mère cubaine et d'un père hondurien. À son rapport personnel à la religion, fort d'une culture catholique presque bigote, bien que traversée de rites vaudous inculqués par sa grand-mère, l'ensemble de son œuvre peut être lu à travers le prisme déformant de ses appartenances religieuses complexes. À son lieu de vie, Serrano habite aujourd'hui un grand appartement new-yorkais qu'il a transformé en mausolée gothique. Les objets qui me parlent sont plutôt sombres, classiques et religieux. J'aime l'idée d'avoir créé chez moi un contexte entre château et église. À ses choix de sujets, les tabous et non-dits, les excès de nos sociétés contemporaines. Ces photographies, aujourd'hui reconnues et plébiscitées à l'échelle internationale, il les élabore sur le mode de la série. Elles sont présentées dans de très nombreux et prestigieux lieux d'exposition et ne sont pas sans poser de problème, provoquant chez les spectateurs des réactions contrastées qui vont de la contemplation à la répulsion, en passant par l'iconoclasme. Une brève de Télérama, Assassinat RT nous apprend. Sale temps pour les œuvres. Après le Monet crevé d'un coup de poing au musée d'Orsay et le rouge baisé sur le blanc d'un site Wembley, ce sont des photographies de l'artiste américain Andrés Serrano qui ont été prises pour cible dans une galerie de Lund, en Suède. Des tirages ont été détruits avec des couteaux et des barres en métal par 4 individus. À noter qu'en concertation avec les commissaires d'exposition, galeristes et conservateurs de musées, Serrano expose différemment son œuvre selon les pays. Si certaines photos de certaines séries peuvent être montrées en Europe, elles ne le sont pas aux États-Unis où le débat sur le politiquement correct, eu égard à la religion, à la sexualité, est loin d'être aussi ouvert qu'en Europe. Autant d'éléments qui façonnent une œuvre d'une déconcertante et parfois bien dérangeante beauté, où la question de l'expérience esthétique pose celle de la compréhension sociologique des constructions et représentations sociales que nous façonnons face à des thèmes tabous. The Morgue, collection Lambert, Avignon, 2006 à 2007. La collection Lambert, Avignon, a proposé de novembre 2006 à mars 2007 la première exposition monographique d'Andrés Serrano en France. Plus de 150 œuvres du photographe ont été présentées dont certaines inédites ou montrées pour la première fois en Europe, et notamment certaines photographies de la série The Morgue. Une dizaine de photographies de cette série étaient exposées,
dont 4 à l'écart, dans une salle fermée par un rideau, car susceptibles de heurter la sensibilité par leur contenu particulièrement morbide, parmi lesquels un corps calciné, un autre éventré. La série présente des cadavres ou des parties de cadavres, pieds, mains, têtes, etc. On y retrouve les préoccupations de l'artiste et les intentions qui traversent toute son œuvre. L'artiste rend son plus bel hommage aux victimes des excès de la société, lorsqu'il s'enferme en 1992 dans une morgue et photographie les corps mutilés. L'objectif se pose sur le buste d'une jeune femme dans un clair-obscur, un drap noir rejeté sur la tête, et retranscrit avec une qualité indécente le velouté de la dentelle de son soutien-gorge comme la finesse de ses poils hérissés. Ailleurs, les cadrages serrés sur les peaux roussies des brûlés et la chair béante des éventrés sont exécutés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.